Cette vidéo est sortie 72 heures plus tôt pour mes tipeurs et tipeuses. Toi aussi tu veux vivre dans le futur et voir toutes mes vidéos 3 jours avant tout le monde? Alors soutiens-moi sur Tipeee. Salut tout le monde, c'est Licarion et aujourd'hui je vous retrouve en facecam pour vous prévenir que le reste de cette vidéo sera uniquement en audio. Pourquoi? Parce que j'ai envie de retenter l'expérience et que j'ai plein de choses à dire, alors autant faire ça de manière posée pour avoir le temps de développer et que vous puissiez juste mettre cette vidéo en tâche de fond pour juste l'écouter. Comme on est sur YouTube et que YouTube c'est très pratique pour ça, va aussi y avoir des sous-titres. Et vu que je suis un petit filou et que je sais que vous allez uniquement écouter la vidéo, je vais mettre plein de pubs, mais uniquement visuelles. On fait ce qu'on peut pour survivre, que voulez-vous, et si ça peut déranger personne, autant en profiter. Ce qui devrait être le cas là, vu que vraiment il va rien se passer d'intéressant visuellement. Vous pouvez même mettre la vidéo dans un onglet caché, comme ça vous saurez même pas quelles sont les pubs. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous l'avez sûrement compris grâce au titre de ce podcast, aujourd'hui je vais vous parler principalement de Dragon Ball Evolution et du film Death Note sorti récemment sur Netflix. Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a pas si longtemps, le film Death Note est sorti justement, et avant même de le voir, j'ai vu plein de réactions sur Twitter qui disaient que c'était de la merde et que ça respectait absolument pas le manga. Grosso modo, les mêmes réactions que pour Dragon Ball Evolution à l'époque. J'étais intrigué, j'ai maté le film, et effectivement, beaucoup de choses ont été changées. Je vais pas spoiler parce que ça apporterait pas grand chose à ce que je vais développer, mais pour citer quelques exemples qui apparaissent dès le début du film, le héros, Light, passe du gars le plus badass du monde, qui n'a pas de problème, et le gars le plus intelligent de l'univers, voire au-delà dans le manga, à un jeune loser qui se fait ignorer par les meufs, se fait tabasser, va même en retenue, est soumis à son père. Je trouve ça assez amusant qu'il aille en retenue d'ailleurs, mais je vais en reparler plus tard. Quand il trouve le Death Note, il est perdu, limite forcé par Ryu, qui sait pas trop ce qu'il fait, alors que dans le manga, il teste par lui-même, a une démarche presque scientifique, à voir ce que le Death Note peut faire, quelles sont ses limites. Voyons vite fait ce que ça donnait dans Dragon Ball Evolution, pour voir s'il y a quelque chose qui revient. Dans le manga Dragon Ball, Goku est un jeune garçon insouciant de 12 ans avec une queue de singe qui n'a aucun problème et vit seul dans la forêt depuis la mort de son grand-père de cause naturelle, jusqu'au moment où il rencontre Bulma par hasard et elles vont partir à l'aventure. Dans le film, Goku est un adolescent de 18 ans qui vit avec son grand-père, a des problèmes, se fait harceler à l'école, sait pas comment parler aux filles, n'a pas de queue de singe, et son grand-père va se faire tuer par le méchant démon Piccolo qui n'apparaît pas du tout à ce moment-là dans le manga. Clairement, là, on est face à quelque chose qui se répète. Il y a une volonté, consciente ou inconsciente, d'adapter l'œuvre de base et de la calquer sur un modèle préétabli, celui du teen movie. Et je vais tout de suite désamorcer quelque chose, on pourrait me rétorquer que j'oublie Ghost in the Shell, qui semble être la preuve que cette volonté n'existe pas, puisque le film hollywoodien sorti cette année est adapté de l'œuvre japonaise, mais ça n'entre pas dans la même catégorie, il ne répond pas du tout aux mêmes problématiques, puisque c'est pas directement une adaptation de manga, mais un remake d'un film, un peu comme Oldboy dans la même idée, c'est pas le même contexte. Je disais donc, il y a une volonté de calquer l'œuvre de base sur le modèle du teen movie. Le teen movie, c'est un genre qui tourne autour de l'adolescence, il y a un héros, généralement un mec, qui se balade dans un contexte familier des spectatrices, donc son lycée, sa chambre, et va vivre des aventures auxquelles les ados peuvent se rattacher si possible, c'est pourquoi il va souvent vivre du harcèlement scolaire, tomber amoureux, la découverte de la sexualité va être un thème récurrent dans ce genre-là, et grosso modo, c'est ça un teen movie. Ah oui, il faut préciser que c'est un genre typiquement états-unien, qui va donc présenter des situations typiquement états-uniennes, elles aussi, avec les fameux casiers géants à la High School Musical, des écoles où tout le monde a une voiture, avec les énormes soirées. Ces mangas sont adaptés en film du genre teen movie, qui, je le répète, est typiquement américain, ce qui traduit une nécessité d'adapter l'œuvre culturellement. Dans le manga Death Note, Light est un jeune homme limite déshumanisé, aux réactions froides et calculées, qui arrive à rester très scientifique même face à la mort, et en même temps est perçu par les autres personnages comme un élève qui réussit, voire carrément un modèle. Et ça, je vais pas aller trop en profondeur parce que je suis pas sociologue et que c'est pas une culture que je connais spécialement, mais de ce que j'ai lu, il apparaît que ce serait une critique du système japonais qui pousse à l'excellence coûte que coûte, et a pas grand chose à foutre de l'humain qu'il y a derrière. Sauf qu'aux États-Unis, ça a pas la même résonance. On voit ça, on se dit « Wow, il est froid et calculateur ». Ça perd toute sa dimension sociale. Dans un sens, c'est la même chose avec Dragon Ball. L'aventure de Goku est inspirée du roman La pérégrination vers l'ouest de Wu Cheng, datant du XVIe siècle, qui a une énorme portée en Chine et au Japon, auquel on peut même rattacher un certain visuel, dont Akira Toriyama s'est inspiré, notamment sur sa façon de dépeindre le lieu de vie de Goku. Là aussi, ça a un sens d'avoir un Goku ermite, d'avoir un certain visuel, d'avoir des personnages qui reviennent du roman. Mais aux États-Unis, tout le monde s'en fout de la pérégrination vers l'ouest, donc pour essayer de choper un public large, l'idée c'est de jouer sur les références connues de ce public. Et on peut noter que les références utilisées sont pas des références historiques ou liées à des mythologies, et ça c'est sûrement à mettre en lien avec l'histoire des États-Unis, qui est un pays relativement jeune et qui n'a pas de mythologie rattachée à un lieu. Mais le problème ne se limite pas à ça, la dimension culturelle de l'objet ne fait pas tout, et pour ça je vais prendre quelques autres exemples pas franchement au hasard.
Iron Man, dans le comics, c'est un riche chef d'entreprise, héritier de son père, qui a des problèmes avec l'alcool, va se retrouver avec des morceaux de métal dans son thorax, et va devoir se créer une armure et finalement devenir un justicier. Iron Man, dans le film, est un riche chef d'entreprise, héritier de son père, qui a des problèmes avec l'alcool, va se retrouver avec des morceaux de métal dans son thorax, et va devoir se créer une armure et finalement devenir un justicier. C'est la même chose, c'est un peu lissé parce qu'il faut pas déconner, on va pas vraiment montrer ses problèmes d'alcool dans un film grand public, mais c'est plutôt similaire. Valérian, dans la BD, est un agent ou je sais pas quoi, et dans le film c'est pareil, sauf qu'il a pas le même menton que dans la BD. Bon là, vous vous dites peut-être que je triche, j'ai choisi 2 films qui sont relativement respectueux du matériau d'origine et ne prennent pas trop de liberté, mais je vais vous parler d'un autre film qui a fait couler de l'encre il y a quelques années, X-Men Origins Wolverine. Wolverine dans le comics est hyper violent, hésite pas à tuer des gens, il y a des scènes très graphiques, et c'est vraiment un anti-héros. Dans le film, c'est limite l'ami des plus petits qui va péter les méchants, on décide que lui et Dent-Sabre sont frères, alors que ça n'a jamais été vraiment évoqué avant, et puis on voit Deadpool qui passe d'un personnage qui casse tout le temps le 4ème mur à un mec qui ne parle pas. On n'est pas dans le plus grand des respects, on est même dans quelque chose qui peut paraître semblable aux histoires de Dragon Ball et Death Note. Prendre une œuvre et la faire rentrer dans un moule qui n'a a priori rien à voir. Cette fois-ci le moule du blockbuster super-héroïque. C'est assez vague dit comme ça, mais en gros, il y a un gentil très gentil, généralement un homme encore une fois, qui va perdre quelque chose, en parallèle gagner des pouvoirs surhumains, se battre contre des ennemis qui ont plus ou moins les mêmes pouvoirs que lui, et à la fin il gagne. Et ça, vous enlevez la partie super pouvoir, vous avez tous les blockbusters du monde, comme Valérian par exemple. Sauf que le moule choisi n'a pas le même sens. Le blockbuster tel qu'on le voit partout, justement, on le voit partout, c'est le genre mainstream par excellence. C'est pensé pour s'adresser à tout le monde, et quand je dis tout le monde, dans cette situation précise, je pense surtout en termes de catégorie d'âge. Généralement on est sur du PG-13, c'est-à-dire les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés, mais justement, doivent être accompagnés. Il n'y a pas de véritable limite d'âge, ça vise les enfants, les ados, les jeunes adultes, tout le monde. Alors qu'en face, teen movie, adolescence, des codes liés à l'adolescence, clairement la cible c'est les ados. Et ça c'est une différence de traitement que je trouve intéressante, parce qu'elle semble pas si évidente à première vue. Les comics, BD ont la même réputation que les mangas, d'être pour les enfants, pas de la vraie littérature, toutes ces conneries. Donc pourquoi, une fois sur le marché hollywoodien, il y a cette différence qui apparaît ? Sur ce point-là, j'ai pas de réponse précise, plus des axes de réflexion, et bah comme je suis sympa, je vais vous les partager. Déjà, premièrement, il y a la dimension chauvine, cette propension à penser que ce qui vient de chez soi est vachement mieux et que tout le monde devrait en profiter. C'est simpliste comme vision des choses, mais ça existe, donc je préfère ne pas l'ignorer. Deuxièmement, il faut essayer de comprendre le contexte dans lequel ces films ont été créés. Concernant les super-héros, on a Bryan Singer qui, en 2000, a sorti X-Men, film dans lequel il montre notamment des camps de concentration, et où il y a vraiment un lien avec l'Holocauste qui est entretenu. Avec ce film, il a montré que les comics c'est sérieux, qu'on peut raconter des choses avec, aller au-delà du pur divertissement bas de plafond, et je pense qu'une bonne partie du traitement des comics au cinéma actuellement en découle. Il y a plus cette vision du comics qui est une sous-culture, parce qu'il y a ce gars qui a fait un super film où il démontrait le contraire il y a déjà 17 ans. Troisièmement, on peut aussi voir ça d'une manière un peu plus large et se dire que les réals actuels ont grandi avec les comics, ont grandi avec les personnages qu'elles adaptent. Iron Man existe depuis 1963 par exemple, il était déjà présent avant la naissance de certains et certaines réals. Pareil en France avec Luc Besson qui a adapté Valérian et Laureline, BD qui existe depuis 1967. Là où Dragon Ball est arrivé aux États-Unis dans les années 90 et les mangas de manière générale ont vraiment commencé à y être consommés entre 1980 et 1990. Et je vous parle même pas de Death Note dont la publication a débuté en 2003. Les réals, prod et toute l'industrie n'ont pas encore eu le temps de grandir avec, et donc d'y avoir un attachement différent. Et quatrièmement, pour en revenir à la raison sociale, forcément, il y a de l'ethnocentrisme là-dedans. Une histoire est toujours jugée selon un point de vue qui est lié à la société dans laquelle elle est reçue. Une œuvre comme Death Note peut être considérée comme universelle au Japon mais limitée à un certain public aux États-Unis. Et à l'inverse, une œuvre typiquement locale sera beaucoup plus facilement imprégnée des problématiques locales et donc parfaitement adaptée aux spectateuristes locaux, donc considérée comme universelle. Parce que si ça parle à tous les gens de ma famille et mes potes, c'est que ça doit parler à tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de mélange entre toutes ces raisons, dans quelle proportion je serai incapable de le dire, parce qu'à un moment je vais pas faire semblant d'avoir toutes les réponses. L'idée c'est surtout de réfléchir sur ce sujet, j'ai conscience que ça manque un peu d'une conclusion, mais justement j'ai l'impression que la question est encore ouverte, et le restera pendant quelques années encore. Il faut voir ce que ça va donner dans le futur pour connaître plus en précision les raisons de ces charcutages en règle. J'espère que c'était pas trop brouillon et que c'était intéressant. Si c'est pas le cas, c'est plutôt dommage, mais au moins j'aurais essayé. Et il y a moyen que j'en refasse, si ça vous plaît. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez y mettre un pouce vers le haut. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez vraiment pas, les commentaires sont là pour ça, et surtout pour cette vidéo-là, ça pourrait être super intéressant d'avoir des retours.
Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee pour que je dépende moins des pubs, parce que sérieux, les pubs c'est naze, et voir mes vidéos 3 jours avant tout le monde. Et... ciao.